Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'Entretien Jour. Je reçois aujourd'hui un journaliste qui s'appelle Sindanou Kassongo. Il travaille notamment pour leblack-et-la-plume.com et il a surtout rédigé les affiches de cette exposition Indépendance africaine et diaspora. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir parce que c'est une exposition dont Télésud est partenaire déjà. Ouais. Et puis c'est une exposition sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris qui a attiré beaucoup de monde. Ouais. Comment est-ce que vous intégrez le projet déjà ? Mam Siafa et Olivier Kaba m'ont contacté il y a 3 ans parce qu'ils voulaient faire un projet pour célébrer d'une vraie manière les indépendances africaines, les 50 ans des indépendances africaines. Comme je suis d'origine congolaise, ils m'ont demandé si j'avais un réseau au Congo, etc., pour récupérer de la musique, pour contacter des artistes, des sculpteurs, etc. Malheureusement, j'ai aucun réseau, même si j'ai fait beaucoup de voyages en Afrique. Eux, du coup, se sont éloignés de moi au début. Puis ils sont revenus vers moi pour me proposer l'idée de l'exposition, d'écrire 17 panneaux sur 17 thèmes. Ça va de la musique à la politique, au sport, etc. Faire chaque fois le cheminement de 1960 jusqu'à 2012, donc des pères de l'indépendance à nos parents jusqu'à nous, la diaspora. D'accord. Là, on voit la partie sur la sculpture avec un sculpteur très connu du Sénégal. Ouais. Là, c'est les élites africaines. Je suppose que c'est celles qui ont permis aujourd'hui d'avoir cette visibilité, ce rayonnement que l'on a sur la scène internationale. Ouais. On connaît, la plupart des gens connaissent le sport et la musique, mais par exemple, il y a des grands photographes en Afrique, il y en a au Congo-Brazza, il y a de grands cinéastes. Moi, je ne savais pas que le premier film africain était fait à Paris par un Béninois. Ça m'a permis aussi de me replonger dans l'histoire de nos pères, les Sankara, au Cameroun, Ruben Umniobé. C'est vraiment, pour moi, c'était très intéressant et j'espère que c'était très intéressant aussi pour les gens. Parce qu'on a vu, tous ces panneaux-là, mais on ne peut pas imaginer que c'est vous qui les avez conçus et qui les avez pratiquement fabriqués. J'ai été aidé par Mams et Olivier, Arnaud, etc. Et aussi l'infographiste Pierrot. Et aussi pour les photos, comme il s'appelle, Fabrice Héron. Mais j'ai dû faire beaucoup de recherches. Bon, évidemment, moi, je viens de la musique, de la presse urbaine. Donc, j'ai fait beaucoup de reportages aux États-Unis, etc. J'ai fait quelques reportages en Afrique, au Gabon notamment. Mais chaque fois, j'allais dans le cadre d'un festival. Donc, je n'avais pas le temps de me pencher sur les cultures locales. Et aussi, moi, je suis né en Belgique. Maintenant, je vis en France. J'ai fait des études en Belgique. Je suis africain. Enfin, mes parents sont congolais. Moi, je suis belge. Parce qu'il y a une chose que vous dites et qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous dites « je suis journaliste belge » et ce n'est pas une blague. Oui, non, parce que je dis je suis noir et belge et c'est pas une blague parce que bon, ça fait beaucoup de défauts de la société française. Mais je me suis rendu compte en travaillant sur ces panneaux que finalement je connaissais pas beaucoup mon patrimoine africain. Je connais ce que ma mère m'a appris, je connais ce que mes oncles m'ont raconté, ce que j'ai vu vaguement à la télévision, mais il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Donc ça m'a permis de me replonger là-dedans et je suis très content. Et quel est le discours que vous vouliez faire passer auprès d'autres? Parce qu'on se serait attendu à ce qu'un tableau, à ce qu'une exposition comme celle-là soit faite par l'Union africaine, par un État africain, lors du cinquantenaire. On a vu, c'était en 2010. Ouais. Mais que vous veniez en 2012 faire une exposition de ce genre-là, organisée par une association quand même, Esprit d'Ébène, quel est le message que vous vouliez faire passer? Le message, c'est parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup de divisions. On divise nos parents avec nous, la diaspora. Des fois, on dresse un devoir d'inventaire un peu sévère. On dit qu'ils n'ont pas assez transmis, etc. Nous, on a voulu réunir tout le monde. Les enfants d'Africains, nos parents et maintenant la 3e génération. Moi, je suis l'âge d'avoir des enfants, je n'en ai pas, mais pour aussi réunir nos enfants qui sont nés en France et qui sont français. D'accord. Et encore une fois, le message, c'est lequel? Et le message, c'est un peu cliché, mais on est tous ensemble. D'accord. Voilà. On est français, mais on est aussi africain. Et il n'y a pas de division entre nos parents, nous et nos enfants. D'accord. Voilà. Mais j'ai aussi remarqué que vous êtes un féru de documentation, parce que lors du procès qu'il y avait eu entre Éric Zemmour et Youssoufa, je crois, vous avez ressorti un certain nombre de documents vidéo. Parce que M. Zemmour
dans ses interventions, aime taper sur le rap, etc. Et c'est son droit. Tout le monde n'est pas censé aimer le rap. Mais j'ai retrouvé une vidéo quand il était encore un petit journaliste. Enfin, il était quand même un journaliste au Figaro. Je Oui. retire le petit. Oui. Il était journaliste au Figaro. Et quand il était interviewé par Thierry Ardisson, il a expliqué qu'il était... il a dit, oui, je suis très ami avec des rappeurs, comme Lord City, comme Doc Gynéco. Du coup, ça m'a amusé que la même personne qui s'amuse à taper sur les rappeurs à longueur d'interview ait un ami comme Doc Gynéco, qui n'est pas le plus grand des rappeurs. D'accord, très bien. Mais je vous dis, ça m'a beaucoup marqué parce que sur le plan de la documentation, vous faites un travail de fond quand même pour ce qui est de la recherche. Oui, en fait, bon, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup la culture hip-hop et j'ai toujours remarqué que c'est une culture qui n'était pas assez documentée. Donc plutôt, comme j'ai fait beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages, j'essaye dans mon blog, de manière parfois un peu ludique, de ramener des choses et de donner un côté quand même un peu sérieux à cette culture. Donc il y a les clichés, les grosses voitures, les filles, les bijoux, mais aussi c'est aussi une vraie culture avec un vrai message. D'accord. Et de là à faire un projet comme celui sur les indépendances, c'est quand même deux univers très différents. On ne parle pas de la même chose. Et oui, mais bon, comme tout le monde, on est multiples. Moi, j'aime la musique, mais je suis africain, je m'intéresse aussi à beaucoup d'autres choses. Pour moi, c'est pas dissociable. C'est pas dissociable. Et puis, je suis un journaliste, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et quand Mams et Olivier m'ont proposé ce défi de rédiger ces 17 panneaux, j'ai fait mon travail, c'est faire des recherches, interroger des gens, utiliser Google. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous êtes limité à 17 panneaux? Parce que c'est les 17 pays qui ont accédé à l'indépendance en 1960. L'origine, le travail, ça devait se faire sur ces 17 pays-là. Ensuite, comme ça a mis beaucoup de temps, les négociations avec la mairie de Paris ont été parfois assez âpres. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Et puis, c'est une association, donc ils n'ont pas beaucoup de moyens. Oui. Très bien. Et vous avez pu découvrir des choses, vous aussi, en préparant cette exposition? Oui, énormément de choses. Déjà, j'ai appris beaucoup de choses sur mon pays, le Congo. Puis, j'ai appris beaucoup de choses sur mes amis camerounais, sur Madagascar, que je ne connaissais pas beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la littérature, sur la photo, sur la sculpture. Par exemple, je ne savais pas que le Mali est un grand pays de la photo. Je ne savais pas que le Burkina Faso est un grand pays du cinéma. Il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. D'accord. Et pendant l'exposition, vous avez pu discuter avec des participants pour qu'ils vous évoquent un peu les sentiments qui les animaient en regardant les différents panneaux? J'ai rencontré plusieurs personnes qui, quand c'était des Africains, la plupart, le premier réflexe, allaient voir le panneau de leur pays d'abord. Chauvinisme oblige. Obligatoire. Quand ça s'était validé, après ils revenaient me voir pour me féliciter et puis aussi pour échanger. Il y a une femme qui est venue me dire « Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré au pays, ça me fait du bien de voir ça, etc. » Il y a des choses aussi que je ne savais pas. Parce que sur les panneaux des pays, c'est pas parce que j'ai lu quelque part que c'était une exposition ludique. C'est pas une exposition ludique. Par exemple, sur les panneaux pays, il y a le PIB, il y a le nombre d'habitants, il y a les langues utilisées. Il y a une fiche qui présente le pays. C'est une vraie présentation des 17 pays. Donc, je crois que n'importe qui, même le plus africain des Africains, ne connaît pas tout ce qui se trouve dans ces pays, ou du moins a besoin de ce petit rappel. D'accord. Il y a eu quelques polémiques quand même, non? Pendant des gens qui n'étaient pas satisfaits, parce que faire une synthèse, forcément, on en satisfait comme on n'en satisfait pas également. Ce que j'ai dit à tout le monde, si on devait faire une exposition complète, pour chaque pays, il faudrait 17 panneaux. Pour chaque thème, il aurait fallu 17 panneaux, voire plus. Là, on était obligé de contenter tout le monde. Et puis, c'était sur le parvis de l'hôtel de ville, donc certaines choses ne peuvent pas être dites, on ne peut pas vraiment entrer dans les détails. Par exemple, sur la France-Afrique, on a évoqué plusieurs choses pour que les gens, après, aient ensuite la curiosité de rechercher. On parle du livre de M. Benke, je pense, le documentaire, oui, qui dénonce et qui dénonce des horreurs sur la France-Afrique. On ne peut pas mettre ça sur le panneau, enfin sur le parvis de l'hôtel de ville, mais on cite son documentaire pour que les gens ensuite aillent le lire. D'accord. Le voir, pardon. Très bien. Et quels sont vos prochains projets? Le prochain projet... Notamment parlons déjà de votre site, leblacketlaplume.com. Leblacketlaplume.com, pendant cet été, j'ai fait une série d'entretiens avec professeur Maboula Soumaro sur la présence des Noirs en France. J'ai eu des petits retours, des retours un peu fâchés des gens. Donc je vais peut-être continuer dans ce chemin-là. Et je vais aussi continuer d'interviewer des producteurs, des hommes de l'ombre de la musique, pour voir ce qu'ils font.
Et puis, je collabore depuis un petit moment maintenant avec les Inrecuptibles. Je travaille avec un site internet qui s'appelle bouscapé.com. Donc j'espère voyager à travers le monde, couvrir le hip-hop, couvrir l'Afrique. Très bien. Ben, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Hein. Merci. Et j'espère aussi qu'on aura l'occasion par moment de faire appel à vous pour nos propres activités ici. On a été partenaires sur cette exposition. C'est une porte peut-être sur d'autres choses, je l'espère. J'espère. Et c'est un grand honneur de vous rencontrer aussi. Merci beaucoup. Et j'ai remarqué que vous ne vous contentez pas de rencontrer que les journalistes, vous avez rencontré de nombreux journalistes dans la sphère, de nombreux journalistes, de nombreux artistes de la scène hip-hop qui ne sont pas que des premiers venus. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer 50 Cent, Jay-Z, Snoop, Beenie Man, Spike Lee et Denzel Washington. Donc, rien que ça. Voilà, entre autres. Non, je dis rien que ça parce que c'est quand même de grosses pointures auxquelles les jeunes s'identifient, et pas que les jeunes d'ailleurs. Et c'est tout à votre honneur d'avoir pu les rencontrer. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Dernière chose vraiment, parce que l'univers du hip-hop, je ne le connais malheureusement pas aussi bien que vous, mais quand on compare aujourd'hui les scènes, on parle d'un rap à la française qui était souvent dans une rivalité Paris-Marseille. Comment est-ce qu'il évolue aujourd'hui ce rap français, déjà en interne, entre au niveau de cette rivalité interville et puis de sa présence sur la scène internationale? La rivalité Paris-Marseille, c'était dans les années 90, maintenant ça n'existe pratiquement plus. La scène française, elle s'essouffle un petit peu. Et la présence internationale, ça perd un peu de sa pertinence, on va dire. Parce que les Américains restent les numéros 1 avec des grosses ventes, des gros spectacles, comme notamment le concert de Jay-Z et Kanye West à Bercy. En France, ça tourne un tout petit peu en rond, mais il y a une poignée comme Youssoupha, Osmo Puccino, qui essayent de faire un peu avancer les choses et qui s'exportent très bien d'ailleurs en Afrique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une French touch là-dessus en matière de hip-hop? Oui, il y a vraiment une French touch. Même si je suis plus très grand fan de rap français, il faut reconnaître quand même qu'il y a une French touch. Très bien. Merci encore une fois. Merci. Et toutes nos félicitations pour cette exposition que nous avons à laquelle nous avons pu prendre part et qui était vraiment éducative. Merci et beaucoup. Elle n'était pas que ludique. Elle n'était d'ailleurs pas ludique, elle était très pédagogique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.